Bonjour à toutes et tous, c'est Fossa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, fin des aventures de Daniela Reyes. En tout cas, dernier scénario sur le festival, le festin d'Hemlock Vale, pardon, avec Daniela. On est sur le destin de Vale. Précédemment, on a joué le prologue de nuit qui, je vous le rappelle, ne permet pas une mise en place améliorée, on va dire, pour ce scénario. Et donc, le destin de Vale, un scénario bien particulier, vous allez le voir. C'est probablement enfin, de mon point de vue, le scénario le plus compliqué en tant que scénario final à Horror Arkham. Il est extrêmement court, extrêmement violent, extrêmement compliqué. Et Daniel Arias n'est pas du tout équipé pour ce scénario, surtout avec un pool restreint de cartes du chapitre 2. Donc j'avais 12 XP à dépenser. On va rapidement voir mes choix. Premièrement, j'ai dû sortir les 2 exemplaires de Traquer sa proie. Pourquoi? Parce que Traquer sa proie va chercher des cartes dans le deck de rencontre et on va le voir très rapidement. Il n'y a pas de deck de rencontre, ce sont les abysses et les abysses, on ne peut pas fouiller dedans. Donc à la place, j'ai mis 2 exemplaires de Brutal, donc une compétence, avec une icône de combat, une icône libre qui dit: «Pour chaque groupe de 2 dégâts sur vous, Brutal gagne une icône libre». Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire du méga test. C'est aussi pour ça que je vous disais que Daniela n'est pas équipée pour le scénario et donc l'objectif, comme on le voit ici, c'est d'avoir un maximum d'icônes pour essayer de faire du méga test. Donc ça, c'était les premières choses. Ensuite, j'ai sorti l'exemplaire qui me restait de regarder ce que j'ai trouvé et les bandages. Regarder ce que j'ai trouvé, c'est un petit peu par défaut parce qu'il y a quand même 2 icônes d'intelligence, mais euh, j'ai rentré 2 courage inattendus. Donc dépenser 2 XP pour les courages inattendus parce que bah, c'est 2 icônes libres. Voilà, hein, tout simplement. Ça va être très, très, très compliqué. Et enfin, j'ai sorti la prime parce que il y a quasiment pas d'ennemis dans ce scénario. C'est l'autre gros souci. Et l'autre raison de pourquoi j'ai aussi sorti les leçons retenues, c'est parce que je vais avoir du mal à déclencher son effet. Et à la place, j'ai rentré un deuxième exemplaire de cran, donc dépenser un XP pour ça, parce qu'il y a une tétratonne de tests de volonté qui sont extrêmement violents. 2 exemplaires de répit. Alors c'est un peu par défaut parce que on va le voir, les comment ils s'appellent? Les abysses là, les émissaires cosmiques et tout le tralala, ils comptent comme étant dans le lieu, donc je ne peux pas déclencher l'effet de répit, mais répit a néanmoins 2 icônes libres. Donc ça sera toujours utile. Autre effet positif, c'est que je peux les remonter avec l'instinct du chasseur 2 XP. Bref, c'est peut-être un détail, mais ça jouera peut-être son rôle durant le scénario. Donc beaucoup d'icônes. On a sorti beaucoup d'événements et les soutiens parce que le scénario est très court. Le scénario est très court, il y a 3 intrigues, il y a 15 rounds maximum et on a vraiment, vraiment, vraiment pas le temps. Donc ça, c'était les améliorations du deck. La mise en place est importante, hein. On va faire l'introduction, la main de départ et ensuite la mise en place du scénario. Pour rappel, je joue avec un collectionneur. Je joue avec, hop, 2 charismes. On va les mettre de côté. On est la nuit numéro 3. En cette nuit, nous prenons notre place dans l'infini. Daniela, elle va prendre l'infini en pleine poire. Le deck de rencontre que je mélange devant vous, qui va devenir les abysses ensuite. Pour rappel, j'avais 2 traumas physiques, c'est d'autant plus important avec Brutal. Important et intéressant. Je vais le couper devant vous. Euh, Tchoc, tchoc, tchoc. Allez, on fait l'introduction du scénario et puis je ferai ma main de départ. Le destin de Vale. La tête vous tourne et vous vous retrouvez dans une caverne au reflet prismatique. Les parois lisses et polies scintillent d'une lumière bleue et froide qui reflète des images cauchemardesques. Des stalagmites tortueuses s'enroulent et se déploient en spirale, s'élevant vers le plafond comme les tiges d'une flore antédiluvienne. Le sol de la caverne est couvert de noceurs qui se tiennent la tête, un bras ou une jambe. Des fissures de lumière brillante se forment sur leur peau et gagnent en intensité. Tout ce qui se trouve dans la chambre étincelante est déformé par une phosphorescence glaciale. Vous avez l'impression de respirer une épaisse fumée dans l'air chaud et moite. Des formes éphémères s'enroulent autour d'un éclat empyréen au centre de la chambre. Devant ce noyau de lumière blanche et pure se détache la silhouette de Mère Rachel, les cheveux dénoués, comme si elle flottait dans une eau profonde. Votre cœur bat la chamade dans votre tête alors que vous fixez ces rayons embrasés et vous regardez le sol de la caverne. Les noceurs blessés ont cessé de bouger et sont devenus gris et poudreux. Quelques-uns sont clairs comme du verre, réfractant la lumière limpide des abysses en réseau prismatique. D'autres se tiennent debout,
pétrifiés, les bras tendus vers la lumière, chaque visage figé dans un sourire macabre. Le rire de mère Rachel résonne dans la chambre tandis que la matrone fixe les abysses en levant les bras au-dessus de sa tête. De la fumée s'accumule autour d'elle tandis que son corps se dissout pour prendre une forme gazeuse. Incertain de ce qui se passe, vous courez le long d'une colline de forme humaine pétrifiée en direction de mère Rachel et des abysses. Les os et les cadavres desséchés craquent sous vos pieds tandis que vous grimpez au sommet. Mère Rachel vous regarde triomphante avant que son corps soit sublimé pour devenir une flamme pâle. Une euphorie trop familière envahit vos sens, tandis que la lumière d'outre-espace pulse et courbe la chambre autour d'elle. Vous sentez une main invisible sur votre épaule, vous la repoussez. Quelque chose semble différent. Vous levez une main et voyez une petite fissure de lumière arachnéenne se former sur votre paume. La brèche s'allonge et remonte le long de votre poignet, puis de votre bras. La douleur qui l'accompagne vous fait perdre connaissance. Vous vous réveillez et découvrez que vous tenez au bord d'une énorme gouffre. Bla 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 bla. Le texte est illisible par la suite. C'est bien évidemment fait exprès avant la mise en place. On va faire la main de départ. Donc je coupe. Bon, ça va se jouer beaucoup sur la main de départ. Ça va, enfin bon, bref, ça va se jouer tout le temps. Première carte. Allez, planque. Ok, il n'y a pas d'icône. Ration supplémentaire, on s'en fiche. Couperé, on garde. Courage inattendu. Hélène Peters. Alors, Hélène Peters, on est la nuit, elle me fait gagner plus un d'agilité. Hélène Peters, c'est surtout des icônes, mais j'en ai pas besoin en début de partie. Qu'est-ce que j'ai besoin en début de partie? Pour une fois, j'aurais pas besoin du solitaire. Donc, on va garder planque et couperé, on va relancer le reste. Allez, il me faudrait un Sherman. Sherman, ça serait bien. Patte de lapin. Ok, why not? Un solitaire qui est inutile. C'est pareil, hein, un lieu connexe vide, vu que je vais avoir les émissaires cosmiques, ces lieux ne sont pas vides, sauf quand j'aurai les grottes. Dernière carte, un instant du chasseur. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais là, je vais pas avoir beaucoup d'actions à perdre pour poser des soutiens, donc autant que j'en ai en début de partie. Autant que j'en ai en début de partie. Hop là, c'est bon. Donc ça, c'est ma main. On va prendre 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Les compteurs d'action. Alors, pour rappel, le bag. Donc, j'ai un pion échec automatique, un signe des anciens, un pion plus 1, 2 pions 0, un pion moins 1. J'ai 3 pions moins 2, j'ai 2 pions moins 3, 2 pions moins 4. On va les ranger avant de passer au pion symbole. Puis en même temps, on fera la carte des jetons, comme ça, vous comprendrez un peu la douille. Donc, les pions crâne, j'en ai 3. Moins x, x est égal au numéro de l'acte en cours plus 1. Donc c'est l'acte 1, moins 2, en tout cas, au départ. Les pions cultistes, moins 4. En cas d'échec, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Lui fait extrêmement mal. Donc j'ai, pour rappel, moins 3, moins 4 en 2 exemplaires chacun, et donc du coup 2 autres moins 4. Les pions tablette, moins 5. Vous avez le droit de placer une fatalité sur votre carte investigateur pour traiter le modificateur de ce pion à la place comme un 0. Donc ça c'est vraiment à double tranchant parce qu'on ne peut pas gérer les fatalités sur l'investigateur. Et le pion chose très ancienne, moins 2 s'il s'agit d'un combat ou d'une tentative d'évasion contre l'émissaire cosmique, révélez un autre pion. Voilà. Et on est en standard. Pour vous dire. On mélange. Allez. Mise en place. Donc on a plein de sets que j'ai déjà mis de côté. On va remplacer notre investigateur par la personne. Alors voilà, on va la laisser pas très loin. Par la personnalité brisée. Mais qui êtes-vous? Donc on a X dans chacune de nos compétences, caractéristiques, pardon. On a le trait dévasté. La taille limite de votre main est réduite de 3, donc on est limité à une taille de 5. X est le nombre de cartes dans votre main, 5 maximum. Donc vous comprenez que on va vouloir avoir tout le temps une main le plus plein possible.
Et donc en réaction, après avoir attribué une carte à un test de compétences que vous effectuez, doublez les icônes de compétences de cette carte jusqu'à la fin de ce test, limite d'une fois par test. Voilà pourquoi j'ai mis plein de compétences avec des icônes libres. C'est pour essayer, dans la première partie de la campagne, de dégager le plus rapidement possible la personnalité brisée pour trouver notre vraie personnalité, mais on va y revenir. Elder Sign +2, vous avez le droit de piocher une carte, 7 points de vie, 7 points de santé mentale, et allez, à l'envers, il y a écrit je suis toi et, et tu es moi. Ok, super. Donc, on a une personnalité brisée. Évidemment, on transfère nos traumas. On a notre petit pion. Donc, tout ce qui se réfère, c'est comme dans les archives de la civilisation oubliée, tout ce qui se réfère à Daniel Reyes se réfère aussi à la personnalité brisée, etc. etc. Donc, on va mettre sur la place centrale hop, les lieux. Donc, on a notre émissaire cosmique. On a les 4 versions de l'émissaire cosmique, pardon. On va se mettre comme ça. C'est quoi le dessin? Hop, c'est ça? Ça doit être ça. On va se mettre là. Donc il ne faut pas regarder plus de 15 secondes l'émissaire cosmique, hein, on va y revenir, mais bon, un petit jeu. Donc ils ont tous des caractéristiques, des caractéristiques spécifiques, tous un nombre de dégâts, d'horreurs particuliers, etc., etc. Ce qu'ils disent tous, c'est qu'ils ne peuvent pas effectuer d'attaque d'opportunité. Voici la raison aussi pour laquelle j'ai sorti les leçons retenues. Ils sont tous massifs dans mes souvenirs. Et il y en a un qui alerte, l'autre qui riposte, ceux qui ont attrait au combat. Et ils disent tous aussi, on verra plus tard, ça c'est spécifique à chacun. Donc on va mélanger les lieux ni miroir, ça c'est les lieux où on commence. Et donc chacun de ces émissaires est considéré comme dans le lieu qui est devant lui. Les lieux sont connexes entre eux dans le sens horaire. On va en mettre un là. Voilà. Voilà. Ok. Tout tient à la caméra, c'est déjà un miracle. Voilà. Chaque ennemi cosmique commence la partie sur la face couleur. Ouais, ils sont pas dévastés hein, pour l'instant. Ok, notez que chaque lieu miroir est connexe. Hein, commence la partie dans le lieu miroir différent de son choix. Donc moi je vais commencer, vu qu'on n'a pas d'informations sur les nids miroirs, la seule information qu'on a c'est l'émissaire cosmique, laquelle version de l'émissaire cosmique. Et je vais commencer face à celui-ci, donc la version le spectre qui inflige un dégât, une horreur, qui est couleur émissaire élite massif riposte, ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Il a 2 de combat, 4 d'agilité. Il dit quand vous combattez ou échappez à cet ennemi avec succès, à la place de le blesser ou de l'incliner, cet ennemi n'attaque pas pendant la phase des ennemis. Vous comprenez qu'avec Daniel, j'ai quand même une certaine facilité, même si la version brisée, une certaine facilité à combattre. Donc voilà. Et donc le nid miroir, ça c'est hyper important. C'est la version donc dévastée tanière qui me dit quand vous terminez votre tour dans ce lieu, si vous n'avez pas échappé. Bon, ok, dommage. Donc si vous n'avez pas échappé avec un succès à ce round, vous devez soit placer un de vos indices dans ce lieu, soit défausser une carte prise au hasard. Donc là, c'est la version échappée. C'est bien dommage. Il y a 2 indices. Ok. Bon, on va faire les abysses. Mettez de côté les cartes suivantes. Très bien. Hop là. Allez, on va créer les abysses. C'est tout le cœur du scénario. Donc on va mélanger les cartes de rencontre. Je les ai déjà pré-mélangées avec les 5 premières cartes du deck investigateur. Donc sans que je consulte un 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais les mélanger dans les abysses. Hop là. Sans regarder. Ok. Hop là, une qui s'est fait la malle.
séparez en 2 le deck mélangé et mettez une des moitiés de côté. Donc voilà, on va faire basiquement, hein. Ok, j'ai pas de dés sur moi, mais on va dire que, hop, ça c'est face et ça c'est pile. Ça c'est face et ça c'est pile. Si c'est face, il est au-dessus. Si c'est pile, il est au-dessus. Hop là, c'est tombé sur face, donc c'est face qui est au-dessus de l'autre. Alors, au-dessus de l'autre, mais important, dans le paquet qui va au-dessus, je vais mélanger mon identité. Ouais, c'est ça. Donc Daniel Ariès va être mélangé dans la partie au-dessus des abysses. Il va falloir que j'aille la chercher. On regarde pas. Hop là, c'est bon. Et il me faut la carte Abyss qui est là. Hop. Voilà. Donc là, ça, c'est mon deck Abyss. Il est constitué. On va le mettre ici. Vous voyez une carte histoire dessus. J'ai mes 5 cartes en main. Donc on est prêt à commencer. Alors la spécificité du deck Abyss, qu'est-ce qu'il dit? Donc si une ou plusieurs cartes sont placées sur les abysses, elles sont placées immédiatement sous la carte Abyss, donc sous cette carte histoire-là. Et en fait, toutes les cartes vont remonter sur le dessus du deck Abyss et on va les piocher par le dessous. Donc si une ou plusieurs cartes sont mélangées dans un, retirez la carte Abyss, mélangez les cartes et ensuite remettez les cartes dessus. Ok. Donc à chaque fois qu'un investigateur devrait piocher une ou plusieurs cartes du deck de rencontre, par exemple pendant la phase de mythe ou via les effets de la carte Abyss, il révèle à la place des cartes depuis le dessous du deck Abyss jusqu'à ce qu'une carte avec un dos rencontre soit révélée. C'est important, si on pioche une carte investigateur, ça c'est le pire des cas, ou une carte joueur, on continue à piocher jusqu'à ce qu'on pioche une carte rencontre. Et on pioche la carte rencontre. Toutes les autres cartes qui ont été révélées sont mélangées et sont remises sur le deck Abyss. Donc à chaque fois qu'une carte est piochée depuis les abysses, on se réfère au type de carte, vous allez voir. Les effets des cartes joueurs et faiblesses qui regardent, cherchent ou ajoutent des cartes ou défaussent des cartes du deck de rencontre ne peuvent pas interagir avec les abysses. Et quand une carte rencontre devrait être défaussée lors de ce scénario, à la place, elle est mise sur les abysses. Euh, L'exception, c'est si vous removez des cartes, vous retirez des cartes de la partie. Pardon. Donc, que dit les abysses? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, les cartes sont toujours piochées et révélées du dessous des decks des abysses. Lorsqu'une carte de rencontre non faiblesse est défaussée, elle est toujours placée au-dessus des abysses. Forcé, quand vous piochez une carte des abysses, si cette carte est une traîtrise ou un ennemi, on la pioche. Si c'est une carte habitant, on la retourne sur sa face ennemie, elle gagne révélation, cet ennemi vous attaque, défaussez cet ennemi. Donc on le remet sur le paquet. Si c'est une carte joueur, on l'ajoute à la main de son propriétaire. Si c'est un lieu, on le met en jeu, non révélé, adjacent au nid miroir le plus proche. Blablabla. Et si c'est la véritable carte investigateur de n'importe quel investigateur, son propriétaire se soigne de tous ses dégâts, de tous ses horreurs et en prend le contrôle. Ensuite, retournez sa carte investigateur personnalité brisée sur sa face vieux souvenir et mettez-la en jeu sous son contrôle. Alors, mais vous allez me dire, il y a plein de cartes. Oui, il y a plein de cartes, c'est le souci. Mais, hop, que nous dit l'acte? On va commencer par l'acte 1, souvenir brisé. Il y a un effet, réaction. Après avoir réussi un test de compétence dans un lieu tanière, comme les nids miroirs, lors de votre tour, et pas durant la phase de mythe, c'est important, durant votre tour, révélez un nombre de cartes de sous les abysses égal au nombre de réussites. Piochez l'une d'entre elles, mélangez les autres et placez-les sur les abysses. Voilà pourquoi il faut faire du méga test. Parce qu'on a au moins, je sais pas, je dirais 15 ou 20 cartes avant d'attaquer la partie supérieure du deck des abysses, et donc du coup la partie où se trouve notre investigateur. Donc, il va vraiment falloir réussir des tests dans un lieu tanière pendant notre tour avec des différences de 5 ou de 6 pour essayer d'avoir une chance, je dis pas de gagner le scénario, mais au moins d'arriver à l'acte 4, quoi. Donc, en action rapide, dépensez un indice, vous gagnez plus de valeur de compétence pour ce test. Objectif, si chaque joueur a sa véritable carte investigateur avancée, il y a un acte 2 et durant la mise en place, on nous a demandé de mettre de côté l'acte 3. Acte 3, c'est l'acte final, je crois, hein. Je vérifie, mais ouais, c'est l'acte final. Voilà, donc l'objectif, en vrai, c'est d'aller à l'acte 3. Ça va là.
Intrigue 1, le silence. Une silhouette vénérable apparaît par intermittence dans ce tourbillon gazeux. Si vous regardez l'ennemi émissaire cosmique pendant plus de 15 secondes d'affilée, vous devenez dément. Ok. Il y a un seuil de 6, forcé quand vous devriez piocher au moins une carte du deck de rencontre à la place, révéler des cartes de sous les abysses jusqu'à ce qu'une carte avec un dos de cartes rencontre soit révélée et piochez-la. Voilà, super. Donc moi je suis dans un lieu qui va me demander de défausser une carte de ma main ou de placer un de mes indices sur mon lieu si je n'ai pas fait une action échappée à durant ce tour. Hop, ça sert à rien à faire là. Petit point sur l'émissaire cosmique peut-être avant de commencer. Qui sont en formation. Mm, mm, mm. Voilà. Tant qu'ils sont en formation, chaque ennemi émissaire cosmique est considéré comme étant dans le nid miroir que sa carte borde physiquement. C'est la raison pour laquelle on part du principe qu'il y a toujours comment ça s'appelle un, un ennemi dans les lieux et que donc, de facto ils ne sont pas vides. Bon, alors par quoi on commence? Moi, il faut que je trouve le lieu miroir avec la version combattre. Donc quand vous terminez votre tour et que vous avez combattu avec succès, blablabla. Et en même temps, j'espère qu'il n'est pas ni là ni là parce que c'est des lieux avec 4 de valeur de combat. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Prendre des baffes, c'est pas très grave. C'est plus l'effet vraiment de placer des indices ou de comment ça s'appelle ou de défausser une carte au hasard qui sont problématiques, quoi. Donc je peux aller soit là, soit là. Ah, ils sont connectés. Alors, juste, je vais vérifier un truc, savoir s'ils sont connexes. Oui, non, si, ils sont connexes dans un lieu horaire et dans le lieu anti-horaire. Donc là, grosso modo, j'ai 33% de chance de tomber sur le bon lieu. Ou sinon, je défasse une carte et je. Parce que je vais pas pouvoir tout poser, hein. Donc j'ai 5 de base. Je passe à 4, je passe à 8, je suis à plus 4. C'est compliqué. Bon, il faut prendre une décision. Je vais commencer par. Je vais me déplacer en première action. En première action, je vais me déplacer ici, en espérant. Ah, parfait. Pas parfait. Donc c'est la version, quand vous terminez votre tour dans ce lieu, si vous n'avez pas combattu avec succès ce tour-ci, vous devez soit placer un de vos indices dans ce lieu, soit vous défaussez d'une carte prise au hasard. Donc là, souci entre guillemets, c'est que mon ennemi a 3 de combat. Mais bon, c'est pas. Il y a 3 de combat. Moi je vais dire, je vais en deuxième action dépenser 3 ressources, je vais poser un coup près.
Et en dernière action, je vais combattre avec le coup près. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et un 5. Je suis à +2. +2, je vais attribuer un instinct du chasseur. Donc maintenant, j'ai plus que 3 et un 4, 5, 6. Et je vais faire l'effet de la personnalité brisée. 7, 8. J'ai 8 de... Donc je double les deux icônes de combat. Donc 8 contre 3, je suis à +5. Donc là, l'objectif, c'est du méga test. Ah là là. -4. En cas d'échec, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et je peux déclencher. Ça sert à rien de déclencher pour. Donc je réussis de 1. Là, ça sert à rien de le déclencher parce qu'en fait, ça revient tout simplement à piocher une carte de rencontre. En plus, ça m'avance de 1. C'est pas incroyable. L'avantage, c'est que j'ai combattu avec succès, donc lui, il ne va pas m'attaquer et je ne vais pas avoir à défausser de cartes de ma main. Ok. Fin du tour, je pioche une carte. C'est une Rosa Marquez. Ok. Prends une ressource. Pose une fatalité. Et on va piocher la carte sous le deck des abysses. J'ai rien oublié. Hein. J'ai rien oublié. C'était un reflet captivant, donc pouvoir couleur, renfort, révélation. Mettez en jeu pouvoir captivant dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. Si vous n'avez pas de carte en main, subissez 5 auras et défaussez le reflet captivant. Ok, donc ça a renfort. Imposteur de cristal, il est X5X, humanoïde couleur. J'ai 4 ennemis dans le deck. Hein. Furtif, chasseur, tant que vous combattez ou échappez à cet ennemi, X est égal au nombre de cartes dans votre main, sinon X est égal à 6. Et après qu'un imposteur de cristal vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ok. Donc pour rappel, j'ai 4 cartes en main. Putain, je suis déjà dedans, quoi. Ah là 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 là. Je tape à 4 et un 5 avec le coup près. Le problème, lui, c'est que il me fait défausser des cartes de la main, quoi. Si je tombe à 0, il a 6 de combat et je prends 5 horreurs. Parfait. Vraiment parfait. Il est furtif. Il est furtif, donc il peut se gérer plutôt facilement. Mais si j'avais pu commencer avec un indice, rien qu'un indice, ça aurait tout changé, quoi. Est-ce qu'on prend une attaque d'opportunité? J'aurais bien posé Rosa Marquez, mais bon. On va en première action lui échapper. Donc je vais attribuer Rosa Marquez. Donc j'ai 3 en agilité, il a 3 en agilité aussi. Je vais doubler ses icônes. Hop, donc je suis à +4. +4, -4, décidément. C'est réussi, c'est déjà ça. Mais c'est une solution qui est hyper temporaire. Je vais en deuxième action piocher une carte. Injuste à temps. Et en dernière action, je vais taper. Je vais prendre une horreur. Ah, est-ce que c'est utile? Il faudrait que je prenne 4 horreurs pour. Ouais, le +2. Il faut que j'aille chercher le +2 en fait, du coup, près assez rapidement. Donc là, je vais taper à 4 et un 5. Je vais taper à +2 contre le.
contre l'émissaire. -4, c'est raté. Il n'est pas riposte. Il n'est pas riposte. Ok. Donc fin du tour. On passe en face des ennemis. Donc quand vous terminez votre tour, je t'efface une carte prise au hasard. Le juste à temps. Face des ennemis, il se redresse. Je prends un dégât, une horreur. En phase d'entretien, je pioche. Je prends une ressource, je pioche une carte, c'est un brutal. Ok. Et phase limite. C'est une calcification. Mettez en jeu calcification dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. La première fois que vous vous déplacez à chaque round, subissez un dégât direct. En action, effectuez un test d'agilité à 3. En cas de réussite, défaussez calcification. Vous pouvez subir un dégât direct à la place pour réussir automatiquement. Enfin, c'est pas à la place. Bref. Alors. Lui, il va falloir que je me le fasse à un moment donné. Je vais prendre une horreur en première action. Je vais attaquer au coup près mon émissaire cosmique. Donc je suis à 4 et un 5. J'attaque à +2. -3, c'est raté. Ok. On va refaire la même. Donc là, cette fois-ci, j'ai le +2 du coup près. Donc je suis à 4, un 5 et un 6. Je suis à +3. -4. Et en dernière action, je vais attaquer au coup près l'imposteur de cristal. Donc je suis à 4, 5, 6. Je vais attribuer le brutal. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que j'ai 3 et je vais doubler toutes ces icônes. Donc il a 4 icônes en plus. Donc je suis à 13. On va reprendre depuis le début. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il a 4 icônes en tout. 4, ça fait 8. 9, 10. 10 et 3, ça fait 13. 3 contre 13 contre 3, ça fait, je suis à +10. Ouais, mais me lâche pas le code, vague. -4. Ok, donc je réussis de 6. Cette fois-ci, je suis dans un lieu tanière. Je vais déclencher la réaction sur l'acte et je vais regarder les 6 cartes du dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai une euphorie, murmure extraterrestre, pourriture fongique, mauvaise idée, fléau chromatique, c'est probablement le moins pire. Une sublimation. Donc on va prendre le fléau chromatique de toute manière, vu comment c'est parti. Dans 6 phases de pioche, à mon avis, j'aurais d'autres problèmes. Ah, quoique ça, c'est quoi? Effectuer un test de volonté à 3 en cas d'échec. Subir un dégât qui peut être assigné qu'à un soutien. J'en ai pas.
Ouais, non, on va assurer le coup, on va prendre le fléau chromatique. Donc ça, je vais le remélanger et je vais le mettre sur les abysses. Donc ça va dans ma zone de menace. Donc ça dit, mettez en jeu le fléau chromatique dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. Forcez, après que vous ayez pioché au moins une carte de votre deck, placez une ressource sur le fléau chromatique en tant que luminescence. Forcez, s'il y a un total de 6 luminescences sur le fléau chromatique, mettez en jeu dans votre lieu un exemplaire mis de côté du parasite de cristal et retirez le fléau chromatique. Voilà. Bon, le temps qu'il y ait 6 luminescences, je pense vraiment que j'aurai d'autres soucis. Lui, je vais lui mettre un dégât. Il est furtif, je vais l'envoyer dans l'autre miroir. C'était ma dernière action. Face des ennemis, je vais me faire attaquer par mon émissaire cosmique. Donc j'ai déjà 4 dégâts et 5 horreurs. Et vu que j'ai pas combattu avec succès. Ah si, j'ai combattu avec succès ce round, donc je garde au moins ma main, c'est déjà ça. Tchac tchac tchac, je vais prendre une ressource, piocher une carte. Un Alexei Saborov, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. On va mettre une fatalité. J'ai oublié de mettre une luminescence. Hop, on met une luminescence là-dessus. On va piocher une carte. Et c'est une étrange mutation. Donc effectuez un test de volonté à 5. Réduisez de 1 la difficulté de ce test pour chaque horreur sur vous. Mais c'est parfait, c'est donc un test à 0. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 horreurs, soit défausser 2 cartes prises au hasard de votre main. Donc c'est un test à 0. Ça sert à rien que je déclenche l'effet de tanière parce que c'est que l'effet sur l'acte parce que c'est que durant mon tour. C'est bien dommage. C'est vraiment une difficulté supplémentaire de pouvoir déclencher cet effet que pendant le tour, quoi. Donc je réussis le test de 1. Et ça va sur les abysses. Il est redressé. Ok. Première action, je vais piocher pour monter à 5. Je pioche en solitaire, je mets une luminescence. Deuxième action, je vais combattre avec le couperet contre l'émissaire cosmique. Donc j'ai 5 cartes en main. 5, 6, 7. Je suis à plus 4. Pouah, plus 4, plus 1. Parfait. Donc là, c'est merci. C'est une réussite de 5. C'est une réussite de 5. Je déclenche l'effet sur l'acte. Je vais regarder donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ah là 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 là. Donc, il y a 2 reflets captivants, une vision surnaturelle. Donc, vision surnaturelle, c'est un test de volonté à 5 qui va me mettre des horreurs ou défausser des cartes de ma main. Inacceptable. L'éclat empyréen, c'est un test pendant 2 nuits. Je défausse une carte prise au hasard de ma main, je fais un test de volonté de X. Donc là, j'ai vraiment pas envie parce que si je dois défausser un Alexei Saburov, c'est peut-être ma seule condition un peu pour survivre. Donc je vais piocher un reflet captivant. Je vais piocher un effet, un reflet captivant. Il est renfort. Je peux pas le mettre dans ma zone de menace parce que j'en ai déjà un. Donc il va dessus et je déclenche l'effet renfort. Je déclenche l'effet renfort.
Comment piocher une carte des abysses? Ah ouais, donc là, je suis pas dans la phase de je suis pas dans la phase de mythe. Ah bah si, 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 non, mais alors, l'effet forcé de silence dit quand vous devriez piocher au moins une carte du deck de rencontre, à la place, révélez la carte du dessus des 1, jusqu'à ce qu'une carte avec un dos de rencontre révélée soit révélée. Euh, donc, celle-ci, elle va sur le deck, et je vais piocher celle-ci. Donc cette carte joueur, pardon, elle va là, et je pioche cette carte qui est une sublimation. Effectuez un test de volonté à 4 en cas d'échec. Vous devrez décider. Pour chaque point manquant, je choisis une carte de ma main que je place sur les abysses. L'ennemi émissaire cosmique le plus proche vous attaque. Ok. Ok, un test de volonté à 4. Donc je suis à 5. On va tester à plus 1. De toute manière, je peux pas. Si j'attribue des cartes, je vais me prendre une attaque, je vais en perdre une. Donc ça pue. Hop. Oh, signe des anciens. Signe des anciens qui dit plus 2, vous avez le droit de piocher une carte. Donc c'est un test réussi de 3. Je vais piocher une carte. Faites-les chanter. Et c'est toujours mon tour. Donc là, c'est un test que j'ai réussi avec une différence de 3. Donc je vais donc révéler 3 cartes dessous les abysses. 1, 2, 3. Ok. Donc j'ai encore un éclat empyréen, un murmure extraterrestre. Je pense qu'on va prendre ça. Et on va prendre le murmure extraterrestre. Donc ça, c'est mélangé, ça va dessus. Donc effectue un test de volonté à 3. J'ai pioché une carte, pardon. Je mets une luminescence. Donc en test de volonté à 3, je vais attribuer un solitaire. Et je vais doubler ces icônes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est un test à plus 4. Plus 4, moins 3, et ben c'est réussi. C'est réussi, je ne vais pas déclencher l'effet sur l'acte. Lui, il va là. Parce que bon, j'ai réussi que le plus 1, encore une fois. En fait, réussir le plus 1, ça revient juste à se manger une carte rencontre en plus. Et en dernière action, je vais dépenser 3. Et je vais poser mon Alexei Sabourov. Hop là. Ok. Donc ça, je défausse pas parce que j'ai combattu. Lui, il m'attaque pas parce que je l'ai battu. Donc du coup, il y a l'imposteur de cristal qui est furtif chasseur qui vient, qui va me mettre un dégât, une horreur, qui vont aller sur Alexei. Son effet forcé. Donc je défausse une carte prise au hasard de ma main. Allez, on va dire celle-ci. La patte de lapin. Furtif, je vais l'envoyer ici. Il va se redresser à la fin du tour de manière. Phase d'entretien, je vais piocher une carte. C'est un répit, c'est des icônes. Une ressource, mettre une luminescence, mettre une fatalité. Et on est parti. Piocher une carte du dessous. Carte de rencontre. L'ombre des miasmes, parfait. Distant chasseur, et c'est la nuit, donc en plus de ça il est furtif, ne peut pas subir de dégâts excepté par des cartes sort, reliques, science ou rencontre. Forcé, quand vous défaussez au moins une carte de votre main dans le lieu de l'ombre des miasmes, si elle est redressée, elle vous engage effectivement immédiatement une attaque, un dégât, une horreur. Donc ça, j'ai aucun moyen de la gérer. C'est officiel. J'ai aucun moyen de la gérer. Donc là, il y a la version échappée, là, il y a la version attaquée. Là, il y a soit la douille
qui me fait forcément défausser une carte, soit la version enquête. J'aurais envie de vous dire, c'est un peu maintenant ou jamais, vu ma situation. C'est un peu maintenant ou jamais. Je pense qu'on va faire le même tour, sinon, sinon c'est quasiment fini, hein. Parce que là, je vais avoir un ennemi de plus. Euh, un ennemi de plus. Il me reste 2 horreurs et 3 PV. Début de mon tour, je soigne une horreur sur Alexei. Donc première action, on va piocher. C'est une Helen Peters. On met une luminescence. Je me pose la question de savoir si je mets une Helen Peters en jeu ou pas pour tanker. Ouais, je vais prendre tellement carnage. En fait, il faut que je fuis absolument le. Celui va me faire défausser une carte, je vais me faire engager par lui qui va m'attaquer. Oh mon dieu, mais quel enfer. Mais quel enfer. Quel enfer. Hum, hum, hum. Je vous avoue, je sais pas trop quoi faire là. Est-ce que je pose une Helen Peters pour tanker ou est-ce que je combats en espérant tomber sur mon identité? Et au pire, je me déplace après. À mon avis, c'est peut-être la solution. À mon avis, c'est la seule solution. Allez, on attaque l'émissaire cosmique. Dans ce cas-là, autant que je me mette ici, parce qu'il a une meilleure valeur. Je me déplace ici en deuxième action. Je prends un dégât direct. Moi, c'est vraiment le all-in, hein. C'est vraiment le all-in. Et en dernière action, j'attaque au coup près l'émissaire cosmique ici. Donc j'ai... je vais attribuer le répit et doubler ces icônes. Donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à plus 8 sur cette attaque. Zéro. Donc je réussis avec un écart de 8. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dommage. Dommage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pioche? On a un coup vicieux. C'est déjà ça. Ou la vieille boussole. Mhm. Ah, punaise. Je la pioche littéralement, hein. On est d'accord.
Ah non, je l'ajoute à la main. Je la pioche pas, donc je déclenche pas l'effet de la luminescence. On va prendre le coup vicieux parce que ça va barder. Je vais prendre le coup vicieux, on va remélanger le reste. Enfin, j'avais rien qui me sauve là, on est d'accord, hein. Rien qui me sauve. J'ai mal joué, j'aurais dû ajouter l'Hélène Peters parce que je vais me retrouver avec une carte en plus en main. Et je vais donc devoir défausser. Ça va là. J'avais pas réfléchi à ça. Ok, c'était ma dernière action. Ah ben non, non, pas forcément, non, 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 ça va. Comme votre tour se termine, si vous n'avez pas échappé, ce qui est le cas, vous devez soit placer un bon indice, soit défausser une carte prise au hasard. Donc en fait, je vais défausser avant que l'ombre me suive. Hop là. Tuc, 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 tuc. Allez. Faites-les chanter. Ma seule solution contre l'ombre des miasmes. Donc on va espérer ne pas en avoir besoin. Choc, choc, choc. Ok. Donc fin de la phase d'investigateur. Phase des ennemis. Lui, il est chasseur, il vient dans mon lieu. Lui, il se déplace ici. Lui ne m'attaque pas. Parce que quand vous avez combattu ou échappé à cet ennemi avec succès, donc c'est bon. Phase d'entretien, je pioche une carte. Le détective Sherman, c'est super bien, mais t'arrives trop tard, Coco. Je pose une sixième luminescence sur le fléau chromatique. Et je génère dans mon lieu un parasite de cristal. Ça, c'est Remove from the game. Donc le parasite de cristal, il est 2-6-2. Chasseur riposte. Et donc là, en version nuit, il dit le parasite de cristal gagne plus de combats et plus 1 de valeur de dégâts pour chaque groupe de 2 points de dégâts sur lui. Victoire 1. On est content. On est content. L'avantage, c'est qu'il a que 2 en agilité. Ok. On va mettre une fatalité. Et on va piocher la carte du dessous qui est une carte de rencontre. Un fléau chromatique. Ok. Dans l'absolu, c'est vraiment pas une mauvaise pioche. C'est vraiment pas une mauvaise pioche. Ok. Donc là, il y a un monde. Il y a un monde où il faut. Donc, début de la phase de l'investigateur. Ça, hop, ça va là. Je soigne Alexei. Est-ce qu'on retenterait pas de faire la même? Ou je tente l'échapper à. Je pose un Sherman. Et j'attaque. Bon, j'aurai toujours le problème de lui, quoi, mais. Bon, foutu pour foutu. En première action, on va échapper au parasite de cristal. Donc j'ai 5 en agilité, c'est un test A plus 3. Attendez, est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on va pas chercher en premier l'identité? Ça me semble mieux quand même, hein. Et Sherman, ça sera une prochaine fois. Ouais, je teste à plus 3 quand même. Allez, non, première action, on échappe au parasite de cristal. On prend une attaque d'opportunité. Désolé, je réfléchis, mais ça a son importance.
On va échapper pour éviter, en espérant éviter le problème du lieu, quoi. Allez, c'est parti. Donc j'échappe à +3. 0, c'est réussi. Donc j'échappe au parasite de cristal. Première bonne nouvelle. Je vais déclencher l'effet, je vais regarder les 3 cartes du dessus. 1, 2. Oh, j'espère que c'est pas mon identité. Ah, punaise. Bon. Donc, je vais piocher mon identité. Les 2 cartes joueurs sont malheureusement retournent sur le dessus du deck des abysses. Alors qu'est-ce qui se passe? La véritable carte investigateur de n'importe quel investigateur, son propriétaire se soigne de tous ses dégâts, toutes ses horreurs et en prend le contrôle. Ensuite, je retourne la carte investigateur personnalité brisée sur sa face vieux souvenir et je la mets en jeu sous mon contrôle. Très bien. Donc, hop, on repart de 0. Ça devient donc le vieux souvenir, vestige d'humanité. Donc c'est une carte état inné. Réaction quand une carte est révélée ou piochée des abysses, dépensez collectivement un indice par investigateur et retirez du jeu vieux souvenir. Soit vous choisissez un investigateur qui pioche cette carte, soit vous annulez l'effet révélation de la carte et je la retire du jeu. Daniela Reyes is back. Et on avance l'acte. On aura au moins fait l'acte 1. Lorsque vous reprenez vos esprits, vous regardez le ciel étoilé et la lune rouge sans au-dessus de vous. Vous pourriez peut-être trouver un chemin pour remonter à la surface. Placez des indices sur chaque lieu révélé jusqu'à sa valeur d'indice. Moi, je suis à des années-lumière de prendre des indices. Vérifiez le carnet de campagne et réunissez le set de rencontres habitants mis de côté et les lieux grottes mis de côté. Alors, les grottes, elles sont là. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, ouais, c'est ça. Et les habitants. Alors, les habitants. Où est-ce que j'ai mis les habitants? Hop, ils sont là. Donc, ceux qui sont rayés. Siméon, Léa et Théo Peters, ils sont rayés. Mère Rachel a été dévorée. Rayez le nom de Mère Rachel, ok. Mélangez dans les abysses chaque habitant dont le nom est rayé. Donc il y a Mère Rachel aussi. Hop, Mère Rachel, elle est là. Donc j'ai 4 habitants qui sont rayés. On va les mélanger avec le lieu caverne. Chaque investigateur a le droit de choisir un habitant avec un niveau de relation d'au moins 4, le mettre en jeu sous son contrôle. Donc ça sera Judith Park. Judith Park rejoint l'équipe. Donc Judith Park, pour rappel, elle dit quoi? Tant que vous contrôlez Judith Park, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour pour combattre. Je peux déclencher son codex du coup, j'imagine. Je peux déclencher son codex, oui. Ok. Alors, ça, chaque indicateur, mettez de côté chaque carte restante du set de rencontre habitant hors jeu. Ok, ça dégage. Ça. Hop, merci, au revoir. Donc, acte 2, perte d'identité. Vous devez trouver un moyen de retourner à Veil. Donc, il y a toujours l'effet réaction après avoir réussi un test de compétence dans un lieu tanière, patati patata. Toujours l'action rapide, un indice, dépenser un indice, gagner +2 à votre valeur de compétence. Et objectif, à la fin du round, s'il y a au moins 3 lieux grottes révélés en jeu sans indice, avancé. Bon, on va mélanger les abysses avec tout ça. C'est vraiment pas un scénario pour toi, je sais pas. Il faut mélanger tellement de fois le deck que le deck, les cartes, enfin, voilà. C'est c'est dommage d'avoir pioché l'imposteur de cristal parce qu'il me met dedans dès le début de la partie. Et là, je vais déjà avoir passé quasiment l'intrigue 1 sans cet ennemi. Ça aurait été différent. Mais bon. Donc maintenant, je peux plus doubler mes icônes. C'est le souci. Bon, vous me direz, j'ai d'autres soucis, hein, hop, allez, les abysses. On coupe sans regarder. On remet ça dessus. Donc j'ai une action supplémentaire pour combattre. On va mettre un petit jeton. Hop là. J'ai mon vieux souvenir qu'on va mettre là. Ok.
Ça, ça va là. Ok, ok. Bon, donc lui, il est là. Lui, il est chasseur, il est chasseur. Faudra que je me fasse l'imposteur de cristal, hein, parce que je peux pas trop me permettre de perdre des cartes comme ça à tout va. Euh, En action numéro 2, je vais dépenser 4, je vais mettre Sherman. Donc Sherman qui donne plus 1 de combat. Et il dit en réaction après comment un dégât a été placé sur le détective, je l'incline, je découvre un indice. En deuxième action, en dernière action, je vais me déplacer dans le nid miroir du sud là. Je vais me faire engager par l'imposteur de cristal et ma dernière action gratuite avec Judith, ça va être de l'attaquer au coup près. Donc je tape à 5, 6. Je vais déclencher, je vais prendre une horreur que je vais mettre sur Daniela. Et puis bah c'est parti. On va lui casser la tête. Il faut toujours que j'ai des cartes en main pour éviter de mourir. Donc j'attaque à 5 et un 6 et un 7. Donc je suis déjà plus 3. Plus 3, je vais mettre le coup vicieux et Helen Peters. Donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lui, j'ai plus que 2 cartes en main, donc il a que 2. Donc je suis à plus 9. Et j'ai pris un dégât avec la classification. Je suis à plus 9. Plus 9 moins 2, ça fait une réussite de 7. Je vais déclencher l'effet sur la carte acte. Donc 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un habitant déjà? Quand je pioche une carte. Donc moi je vais piocher la grotte. C'est une grotte au milieu quand même, hein. Faut pas déconner. Hop, elle est là, la grotte, la caverne. Donc ça c'est mélangé, ça va au-dessus. Et donc la grotte c'est une... pardon, là, excusez-moi. La grotte elle est là, elle est adjacente à mon lieu. J'ai réussi de plein, donc je vais lui mettre 1, 2, 3, 4 dégâts. Je vais le tuer. Merci l'imposteur de cristal. Au revoir. Il va dessus. Ok. Ok, ok. Fin de mon tour. Quand vous terminez votre tour dans ce lieu, si vous n'avez pas combattu avec succès, donc j'ai combattu avec succès. Lui, il est remélangé, on va éviter les bêtises. Hop. Phase des ennemis. Lui, il est chasseur, il se déplace dans mon lieu. L'émissaire m'attaque. Je vais prendre une horreur sur Daniela Reyes. Non, pas sur Daniela, sur Alexei, pardon. Un dégât sur le détective. Je vais déclencher le détective, je vais prendre un indice. Le parasite se redresse. Ok. Phase d'entretien, je pioche une carte. Je pioche une clé à molette. Je mets une luminescence. Je prends une ressource. Je redresse le détective. Et on est parti.
Quelle galère, punaise. Euh, Ok, je crois que j'ai rien oublié. On met la sixième intrigue sur le silence. Vous ressentez des chuchotements dans votre tête, parlant une langue étrangère faite de clics, de bourdonnements et d'une musique étrange et mélodieuse. Cela vous semble familier. Une forme vague émerge du brouillard et vous tend la main. Alors que vous sentez votre esprit se vider, vous ne pouvez vous empêcher de rire. Qu'avez-vous oublié au juste? Cela ne doit pas avoir d'importance. Chaque investigateur effectue un test de volonté ou d'intelligence à 4 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, il doit soit subir une horreur, soit mélanger la carte du dessus de son deck dans les abysses. Ok, donc j'ai 3. Je vais garder mes cartes en main. Donc c'est un test que je fais à -1. Donc c'est un test que je rate de 2. J'ai pas vraiment envie de prendre des horreurs. Donc je vais prendre les 2 cartes du dessus de mon deck et je vais les manger dans mes abysses. Ok, donc l'intrigue 2 dit des formes cauchemardesques se fondent dans la brume. Et c'est toujours la même chose, sauf que cette fois-ci, il y a un seuil d'intrigue de 5. Hop là. J'ai pas eu à défausser de carte, c'est l'essentiel. Ça va là. Ça va là. Début de mon tour. Non, attendez, hop, j'ai pas pioché ma carte de rencontre. Donc celle-ci, on la prend pas en compte, puisqu'il faut que je pioche une carte avec un dos de rencontre. Donc lui, il va dessus. Et je pioche un éclat empyréen. Donc on est la nuit, défausser une carte prise au hasard. Non. Alors, je veux absolument pas défausser parce que sinon j'ai l'ombre que je ne peux pas gérer. Donc c'est le moment où je crame mon vieux souvenir. Donc le vieux souvenir, pour rappel, il dit quand une carte est révélée ou piochée des abysses, dépensez collectivement un indice et retirez du vieux souvenir. Donc soit vous annulez l'effet révélation de cette carte, soit vous la retirez du jeu. Donc je vais cramer un indice, retirer du jeu ça et retirer du jeu l'empire, l'état empyrien, pardon. Punaise. On est passé pas loin de la catastrophe. Alors, comment on fait là pour... J'ai rien pour enquêter, c'est le souci. Donc il faudra que je finisse dans l'autre lieu pour espérer déclencher un détective Sherman sur une carte de rencontre ou autre. J'ai la classification à gérer qui va être très très problématique sinon. Alors, on va commencer par gérer la classification. On va prendre une horreur directe. On va quand même faire le test. Je peux pas rester là parce qu'il y a le parasite derrière. Donc, bon. Hop. -4, c'est pas grave, le test est réussi automatiquement. Ok. Je vais utiliser l'action gratuite de Judith Park pour combattre. Je sais plus ce que fait son codex en fait à Judith. Est-ce que c'est intéressant ou pas?
J'échappe contre des ressources. Donc non, on va combattre. J'ai 5, 6. J'ai 5, 6, 7. Je suis à plus 4 déjà. Je vais combattre à plus 6 l'émissaire cosmique pour déclencher l'effet tanière. Plus 6, numéro de l'acte en cours. Donc j'ai l'acte 2 plus 1, donc je réussis de 3. Donc on va déclencher l'effet de la perte d'identité. Donc j'ai pioché 3 cartes. 1, 2, yes. 3, 1, faut choisir. On va mettre une caverne en jeu. On va mettre une caverne en jeu dans le lieu adjacent, le plus proche. On va le mettre là. Donc pour rappel, il me faut 3 grottes, 3 grottes vides, hein. Vides sans indice. Ok. Donc première action, j'ai fait la classification. Deuxième action, je suis allé combattre. Euh, je vais utiliser une planque au cas où pour faire l'effet de Judith ou pour poser d'autres soutiens parce que j'ai besoin de ressources dans tous les cas. Et je vais aller finir dans la tanière. Et ma dernière action, ça va être un déplacement. Et je vais aller dans la caverne, pardon, dans la caverne terrier aride. 2 de valeur occulte, un indice. Et donc là, l'effet ennemi, c'est quand vous terminez votre tour, subissez une horreur. Ok, moi je prends une horreur. Hop, on va se mettre là. Un indice. J'ai toujours une carte en main, j'ai toujours mon solitaire. Ça. Donc face des ennemis, lui il me suit dans le terrier aride. Le parasite il vient dans ce nid miroir là. Je pioche une carte. Un coup près. Ok. Mettre une luminescence. Prendre une ressource. Et puis ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Une fatalité. Carte de rencontre. Donc encore une carte joueur. Les cavernes, je peux pas la poser. Avec un taux de carte rencontre, ça n'a pas un taux de carte rencontre, donc ça va être ça. Ça, c'est un imposteur de cristal. Ben oui, bien sûr. Punaise. Donc je me fais engager par mon deuxième imposteur de cristal. Bon, en vrai, c'est pas vraiment un souci. Le seul problème, c'est qu'il me défausse et qu'en plus de ça, j'ai une ombre des bias. Ça aurait presque pu être positif. Presque pu être positif. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je prends une attaque d'opportunité? Donc déjà, début de... Je soigne Alexei. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je prends une attaque d'opportunité, je défausse une de mes deux cartes, je me fais engager par l'autre, lui m'attaque aussi? Ok. Donc lui, il est furtif, il va s'incliner, il va venir ici. J'ai mon indice. Je me retrouve engagé avec l'ombre. Mais elle est furtif, l'ombre. Donc elle va se barrer. Non, il y a un truc à faire, je pense. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Euh, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire dans ce genre-là. Je vais...
Sinon, j'attends lui, en fait. J'attends que lui m'attaque, je fais un tour pépouze. Parce que lui, il tape pas très fort, en fait, hein. Parce que là, si je fais ça, je prends 2 attaques. Là, j'en prendrai qu'une et je peux temporiser un tour, piocher. Je reprends une horreur, par contre. Non, mais temporiser, c'est pas possible. Je peux pas temporiser, il me reste 8 tours. C'est pas possible. Donc, on va piocher une carte. J'annonce que je pioche une carte. En premier, je prends une attaque d'opportunité de l'imposteur de cristal. Donc, il va mettre un dégât sur le détective Sherman, une horreur sur Alexei. J'incline le détective Sherman, je prends mon indice. Après que l'imposteur vous a attaqué, je défausse une carte de ma main. Défausse en solitaire. C'est-à-dire que les 2 solitaires sont partis. 2 solitaires sont partis, ok. Il est furtif, il s'incline, il se déplace dans le nid miroir. L'ombre des miasmes dit quand vous défaussez au moins une carte de votre main dans le lieu de 1, si elle est redressée, elle vous engage effectivement une attaque. Donc, je prends une attaque, je vais prendre une horreur que je vais mettre sur le détective, un dégât que je vais mettre sur Alexei. Sauf que elle aussi, elle est furtive vu qu'on est la nuit. Donc elle s'incline et elle dégage. Je pioche ma carte. Je pioche une scène de crime. Je pioche une carte, je mets un pion là-dessus. Deuxième action, je viens dans le nid miroir. Je me fais engager par le parasite de cristal. Je me fais engager par le parasite de cristal. Et ben je vais dire première action, combattre avec le coup près. Je vais mettre une horreur sur Judith Park. Je vais attaquer le parasite. Donc je tape à 5. Non, sur Daniela. Je tape à 5, 6, 7, 8. Je suis à plus 6. Plus 6 moins 3, je réussis de 3. Donc je lui mets 2 dégâts. Euh, Je mets 2 dégâts, je réussis de 3. Je vais déclencher l'effet sur l'acte. Donc j'ai soit Siméon qui peut m'attaquer, soit la pourriture fongique que je veux absolument pas prendre, soit un reflet captivant. Siméon, c'est juste un dégât. Donc je vais choisir Siméon, je la remélange. Donc une carte habitant retournée là sur sa face ennemie, elle gagne révélation, cet ennemi vous attaque, défausser cet ennemi, ok. Donc je vais prendre un dégât, il est défaussé, il retourne sur le dessus des abysses. Ok. Et, et je vais utiliser
l'autre action pour attaquer mon émissaire. Je vais mettre une horreur. Non, je mets pas d'horreur, je m'en fiche. Donc là, j'attaque à 5, 6, 7, 8. Je suis à plus 5 quand j'attaque l'émissaire. Je réussis de 1. Et ben, on va pas déclencher l'effet de l'acte. Mais au moins, voilà, je suis tranquille. Face des ennemis. Face des ennemis, je me fais attaquer par... Donc j'ai attaqué avec succès. Lui, je l'ai attaqué, donc il m'attaque pas. Je me fais attaquer par le parasite de cristal. Qui me dit, vu que c'est la nuit, il a plus de en combat dorénavant et plus 1 de valeur de dégâts pour chaque groupe de 2 dégâts sur lui. Donc il va me faire 2 dégâts, 1 horreur. Les 2 dégâts, 1 horreur qui vont aller sur Judith Park. Ok. On redresse tout le monde. L'ombre des miasmes, elle est distante. Je me fais imposer engagé par l'imposteur. Je pioche une carte. Je pioche un coup vicieux. Très bien. Prends une ressource. Je mets une luminescence. Une fatalité. Et je pioche une carte de rencontre. Oh là là, test d'intelligence, quoi. Je sais plus ce que ça fait. Euphorie, terreur, révélation. Effectuez un test d'intelligence à 4. Vous devez soit subir 2 horreurs, soit placer un soutien non-histoire que vous contrôlez sur les abysses. En cas d'échec, faites les deux. 2 horreurs, quoi. C'est un test à -2. Je regrette de ne pas avoir mes 2 justesses. Ah, j'ai mon indice quand même. Ouais, mais c'est juste... Non, mon indice, il me sert à rien, là. Même si je booste de 2 le test. Un soutien non-histoire que je contrôle. Donc ça sera Sherman ou... On va déjà faire le test. C'est un -2. C'est un échec. Ok. Oh, je regrette vraiment de ne pas avoir de pas avoir pu mettre cette patte de lapin en début de partie. Ça m'aurait alimenté en carte. Donc, je vais sacrifier le détective Sherman que je vais mettre sur le deck des abysses. Et je vais devoir prendre 2 horreurs. Je vais devoir prendre 2 horreurs, hein. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ok. Parce que je peux pas mettre le couperet. Le couperet, j'en ai besoin de suite. Même si j'en ai un autre en main. Allez, action combattre. Donc je soigne une horreur sur Alexei. Et je vais attaquer au couperet en déclenchant le couperet et en attribuant un coup vicieux. Donc je tape à 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à plus 5. Et je vais manger mon indice. Je suis à plus 7. On va attaquer le parasite de cristal. Très bien. J'aurais pu déclencher Daniela le tour précédent sur le parasite en fait, je suis en train de me dire. Non, il aurait été à 4 et j'aurais tapé K plus 3. Non, trop dangereux. Infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Hum, 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 hum. Donc là, lui, je vais lui infliger 4 dégâts au parasite, je vais le tuer. Je vais me soigner, je vais mettre un dégât sur l'imposteur. Donc avec le coup vicieux, vu que je réussis de... Alors ça c'est important, de combien je réussis? Je réussis de 5, 6, 7, 8, 9. Je réussis de 5, 6, 7 parce que j'avais l'indice. 7, je réussis de 8. Donc je réussis de plein. Lui, je le mange et il a un point de victoire. Je me soigne d'une horreur.
J'ai mis le dégât de l'Elder Sign. Je réussis de 8, je vais déclencher la tanière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va mettre la grotte. On va mettre la grotte en jeu. On va la mettre ici. Est-ce qu'on la met ici? Non, parce que, attends. Ça dit quoi? Le nid miroir le plus proche qui n'est pas déjà connecté à... Donc non, je vais devoir le mettre ici. Ok. Donc, on va taper au coup près sans déclencher le coup près l'imposteur de cristal. Donc, je suis à 5, 6, 7. Je suis à plus 5. Échec, il a pas riposte. Il a pas riposte. On va refaire. Donc, toujours une attaque à 7, donc à plus 5. C'est réussi 2, 5. On va lui mettre un dégât. On va utiliser son trait furtif. On va l'envoyer. Je peux pas prendre des horreurs, donc on va l'envoyer sur le lieu qui est ici. Donc j'ai dit que j'ai réussi de 5, je déclenche le lieu de tanière là. Hop. 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc j'ai mes 3 grottes maintenant. Là, l'objectif c'est essayer de faire sortir des cartes joueurs ou de simplifier la vie. On va prendre le brutal. Brutal c'est très très fort. Donc je déclenche toujours pas le fléau chromatique parce que je l'ajoute à ma main. Ça va là. Et en dernière action, je vais me déplacer sur ce nid miroir là qui est qui dit forcer quand votre tour prend fin dans ce lieu, forcément. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Sinon, dépensez 7 indices, cherchez une carte dans les abysses. Ouais, c'était un peu... J'aurais pas dû faire ça, je pense. J'avais oublié qu'il y avait cette carte. Donc c'est quand votre tour prend fin. Bon, ça c'était ma dernière action. D'un côté là j'aurais pris une erreur, donc non, c'était pas possible. Allez, pas le brutal, s'il vous plaît. Le brutal. Ok. Face des ennemis. Je me fais attaquer par cet émissaire cosmique là qui met 2 dégâts. Donc je mets 2 dégâts sur Daniela. Lui se redresse et il m'engage. Lui se déplace. Je pioche une carte, je mets la 5e luminescence. Et c'est un juste à temps. Ok. Fatalité. Pioche une carte des abysses. Une étrange mutation. Effectue un test de volonté à 5, réduisé de 1
Pour chaque point d'horreur sur vous en cas d'échec. OK. Bon, donc c'est un test de volonté à 2, donc je suis à +1. Je suis à +1. On va leur mettre dessus. Je suis à +1. Je vais attribuer un coup près pour me mettre à +2. -4. Je vais réagir. Ah non, je peux pas faire ça. Ah, punaise. Je l'ai joué mon scène de crime en première action. Alors ça fait quoi? C'est soit je prends 2 horreurs. Ouais, soit je prends 2 horreurs, soit je défausse des cartes de ma main. Ah non, punaise. Oh. Ah, c'était le moment parfait pour jouer mon scène de crime. Eh ben, je vais jouer mon juste à temps pour réussir de 0. Dommage. Dommage, dommage. Début de mon tour, je soigne une horreur sur Alexei. Et en action gratuite, je vais taper l'imposteur qui a que 1 de combat. Je tape à 5, 6, 7. Donc je suis à +6. Ok. Il est toujours par riposte. On va refaire la même. Ok. On va refaire la même. Je réussis de 2. Là, je peux pas prendre le risque de regarder ce qu'il y a en dessous. Il faut que je dégage de suite. Donc, je lui mets un dégât et je le pousse avec son trait furtif dans le lieu caverne qui est là. C'est le tour d'après. Là, je vais avoir un nouveau gros monstre qui va arriver. Donc, bon. Hop. Et ma dernière action, c'est de rentrer dans la caverne, qui est une forêt alcaline. Après avoir révélé la forêt alcaline, vous devez soit subir une horreur directe, soit défausser 2 cartes prises au hasard de votre main. Une horreur directe. Le tour prochain, je le tue, je me soigne. Je payerai Judith pour me désengager de l'autre. Donc je vais prendre une horreur directe. Face des ennemis, lui se redresse, il m'engage. Lui, il se déplace ici. Entretien, je pioche une carte. Non, mais c'est pas possible, putain. Ah, mais c'est pas possible. Le jeu veut pas que je joue, en fait. Le jeu veut juste pas que je joue. Donc je pioche ma faiblesse, ce qui fait que je pourrais pas jouer ma scène de crime. Ça, c'est Remove from the game. Chercher un autre parasite. Finesse. C'est pas possible, ça. Sérieusement. Fatalité, rencontre. Caverne, non. Caverne, on peut déjà la remettre dessus. Et ça, c'est une vision surnaturelle. Bon, bah voilà, je pense que c'est fini là. C'est fini là. Effectuez un test de volonté à 3. La difficulté de ce test augmente de +1 s'il y a un ennemi couleur dans votre lieu. Il y en a 2. Donc c'est un test de volonté à 5. J'ai que 3. Je peux pas attribuer de cartes, sinon j'ai plus de cartes en main. Je prends 5 horreurs. Donc j'ai plus d'indices. Ah, c'est fini.
Pour chaque point manquant, vous devez soit subir une horreur, soit défausser une carte prise au hasard de votre main. Donc il faut vraiment espérer un Elder Sign ou un plus 1. Le plus 1. Ok. Donc je vais subir une horreur que je vais attribuer à Alexei Saburov. Début du tour, je vais soigner d'une horreur Alexei Saburov. Je vais, en première action, taper première action gratuite, je vais taper l'imposteur de cristal. Donc là, je suis plus dans un lieu tanière, donc je peux pas déclencher l'acte. Donc je le tape à 5, 6, 7 avec le coup près, mais je déclenche pas le coup près. Enfin, quoique. Si, je vais déclencher le coup près. C'est pas possible. Bon, bah, déjà que le scénario est impossible. Là, le jeu veut vraiment pas. Je vais taper l'imposteur de cristal sans déclencher le coup près. Il me fait des feintes comme ça, quoi. Infliger un dégât, bah donc du coup je vais l'infliger un dégât et je vais le tuer avec l'attaque du coup près. Je vais me soigner d'une horreur. Punaise. Je vais devoir déclencher ma faiblesse. Après que vous avez infligé des dégâts à un ennemi. Donc du coup je t'inflige un dégât. En fait c'est deux dégâts séparés, donc je la déclenche deux fois. C'est une fois un dégât sur le signe des anciens, une fois un dégât suite à l'arme. Donc j'étais à 5, je vais passer à 7. Donc là il me reste juste à espérer. Il me reste juste à espérer réussir une tentative d'évasion sur le parasite de cristal. Oh là 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 là, mais vraiment, mais. Il y a 6 ennemis qui se baladent, il n'y en a que un que j'ai pas touché, quoi. Si j'avais su, j'aurais gardé les leçons retenues, quoi. 5, 6, 7. Mais non, même pas, hein. Pour réussir à échapper, il doit rester un 0, un plus 1, un Elder Sign. Et le tour d'après, je fais comment pour gérer? Il me reste Judith Park. Il me reste Judith. Il y a peut-être un monde où je peux tenter. Allez, on va déclencher le codex de Judith. On va dépenser 3 ressources. Et on va faire sa discussion. Donc codex 7. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si c'est l'acte 2, on est l'acte 2. Judith tire sur le vide brillant, puis abaisse son fusil et fixe les spirales de lumière colorée. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu et échappez-lui automatiquement. C'est un investigateur a le droit de déclencher de nouveau ce codex pendant un acte différent. Ok, donc j'échappe automatiquement au parasite.
et je vais piocher une carte. Pourquoi je piocherai une carte? Le tour suivant, l'objectif c'est de faire scène de crime, triple attaque contre le parasite de cristal, dépenser les indices que j'ai récupérés pour booster, être sûr que je le tue, et va falloir que je sacrifie un Alexei Saburov heu, sur le truc. Mais ça me permet de vider le deuxième lieu, de nettoyer la table et de tenter d'aller vider la dernière caverne sur les tours suivants. Mais là, si je m'échappe, si je me barre, hop, j'ai consommé une action. Si je m'échappe, je vais dans le nid miroir, je me ferai attaquer de dégâts, je meurs. Donc en fait, c'est vraiment la solution la plus safe parce qu'évidemment, hein, dans la gueule du loup qui peut me tuer à n'importe quel moment. Donc je pioche en dernière action. Je pioche, j'espère juste que c'est pas une faiblesse. C'est ta maîtrise. Ok, parfait. Fin du tour, lui, il se redresse. Je pioche une carte. C'est une malédiction des Hemlock, évidemment. J'ai vraiment bien fait de piocher une carte. Je vais prendre une ressource, mettre la cinquième fatalité, avancer à l'intrigue 3. Alors, des vapeurs s'élèvent du sol et s'amalgament de manière tangible et corporelle. Une forme cristalline aux contours irréguliers jaillit du sol tandis que vous avancez en trébuchant hébété. Plus vous respirez les gaz toxiques qui vous entourent, plus vous vous sentez faible, votre vie et votre vigueur sont en train de s'épuiser. Chaque investigateur effectue soit un test de force, soit un test d'agilité à 4. En cas d'échec, pour chaque point manquant, il doit soit subir un dégât, soit mélanger la carte du dessus de son deck dans les abysses. Ok, on s'en fiche. On va tester à 5, avec la force, évidemment. On s'en fiche, non. Vous verrez sur le dernier acte qu'on n'a pas envie d'avoir un gros deck des abysses, mais bon. On est à un tel niveau de catastrophe que bon. Allez, test à plus 1 de force. Moins 5. Vous avez le droit de placer une fatalité sur votre carte investigateur pour traiter ça comme un 0. Dans l'absolu, j'en ai vraiment rien à faire. On va prendre 4 cartes. Hop, on va les mettre sur les abysses. Je peux pas me permettre de perdre un tour comme ça là. J'aimerais bien réussir au moins à vider 3 grottes. Donc du coup, maintenant, il y a un seuil de fatalité de 4. Évidemment, première action, je dépense 2 ressources, je joue mon scène de crime. Je prends les 2 indices. Action gratuite de Judith. Donc j'ai soigné pardon, une horreur sur Alexei. Je vais mettre une horreur sur Alexei et attaquer au coup près. Donc je suis à 5, 6, 7. Contre 2, je suis à plus 5. Je suis à plus 4 en attribuant la malédiction et je suis à plus 4. On va rester à plus 4. Plus 4. Plus 4 moins 4, c'est réussi. Je lui mets 2 horreurs, 2 dégâts, pardon. Deuxième action, je vais de nouveau l'attaquer au coup près. Je vais mettre une horreur sur Daniela. Donc je tac à 5, 6, 7. 5, 6, 7 contre 4, je suis à plus 3. Et je ne peux pas, je vais le faire à plus 3 malheureusement. Parce qu'en fait, si j'attribue le maîtrise, j'ai plus de cartes en main. Ah oui, alors attendez, d'ailleurs, j'ai pas déclenché dans la gueule du loup. Je la défausse, j'ai pris une horreur. Donc il me reste un PV, un dégât, pardon. Qu'est-ce que je disais? Oui, si j'attribue le maîtrise, j'ai plus de cartes en main, donc du coup, je déclenche l'effet du reflet captivant et je meurs. Et le tour prochain, il aura de nouveau plus 2 en combat. Donc, ça serait testé à plus 1 avec 1 d'écart, donc autant que je conserve les 2 indices pour plus tard. Donc on teste à plus 3. Et si on meurt, et ben on meurt, c'est comme ça. Moins 1, c'est réussi. Je lui mets de nouveau 2 et Alexei, nous te remercions pour tes services. Je déclenche une dernière action en mettant une horreur sur Alexei qui va mourir. Et je consomme les 2 indices pour faire une attaque à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et lui à 6, donc j'attaque à plus 5. C'est réussi de 4. Je mange le deuxième parasite, je me soigne d'une horreur. Hop, merci, au revoir.
Punaise, mais quelle partie, quoi. Fin du tour. Je pioche une carte. Un cran. Je prends une ressource. Une fatalité. Vision surnaturelle. Effectuer un test de volonté à 3. La difficulté de ce test augmente de plus 2 s'il y a un ennemi couleur. Il y a un ennemi couleur dans mon lieu. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une erreur, soit défausser une carte prise au hasard de votre main. Eh bien, on va attribuer un cran pour tester à 5. Donc on est à plus 0. Moins 3. C'est à moins 3. Donc pour chaque point manquant, c'est ça qui nous tue, hein. Donc je vais, pour chaque point manquant, c'est ce qui nous tue. Premier point manquant, je vais, je prends une erreur. Je vais tuer Judith. Merci Judith pour tout ce que tu as fait. Deuxième point manquant, je prends une erreur. Et troisième point manquant, je vais défausser ma maîtrise. Et je meurs de 2 manières différentes parce que j'ai plus de carte en main et parce que lui, il va m'attaquer, me mettre un dégât, une horreur. Et donc je vais mourir. Voilà. Voilà un petit peu comment s'est passé le destin de Veil. Clairement, la partie a été, elle est biaisée par le premier imposteur et puis après, bah, après le scénario est très très compliqué. Très très compliqué. J'ai peut-être fait des erreurs à un moment donné, mais j'ai pas l'impression d'avoir trop trop mal joué. Euh, Peut-être précipité un petit peu sur les grottes à poser. Je sais pas, de manière passage iridescent, c'est quoi ça? Voilà, bon. Je joue sur l'échec pour enquêter, un lieu qui me pénalise quand j'échoue à une enquête. Voilà, c'est normal. Voilà, on atteint un peu les limites hein, de jouer des grosses campagnes du chapitre 1 qu'avec un pool de chapitre 2. Mais bon, Daniela s'est battue jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On verra peut-être pour faire d'autres campagnes sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi toutes ces séries de vidéos et je vous dis bah, à une prochaine. Ciao, ciao.